ton et ses prises de position. Il a été plus d'une fois ministre dans le gouvernement du président Boni Yahi. Monsieur Galil Soglou est notre invité, cher invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On a souvent entendu parler, mais depuis un moment, vous ne dites rien. Que devient l'ancien ministre des Sports puis de la Culture du président Boni Yahi? Très bien, je m'occupe. Il y a de cela une semaine, j'étais aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Marrakech, avec le président maire Nicéphore Soglo. Il est important pour l'acteur politique que je suis de voir quels sont les enjeux pour notre continent. Et je crois que avoir été à Marrakech sur des questions qui touchent l'emploi des jeunes, l'agriculture, l'énergie solaire, il est important que je sois là-bas. Comme quoi il y a une vie après le ministère. Oui, bien évidemment. Donc vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports au Bénin, vous avez été ensuite ministre de la Culture. J'aurais bien voulu revisiter ce que vous avez fait, l'œuvre que vous avez accomplie à la tête de ces départements, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Mais on va s'appesantir juste sur votre passage à la tête du ministère des Sports du Bénin, où vous avez fait un certain nombre de choses. Les Béninois, dans leur majorité, estiment que vous avez laissé des empreintes, et quand bien même il y a d'autres personnes qui estiment qu'il reste beaucoup de choses à faire, il y a eu des ratés. Entre les ratés et les réussites, vous avez voulu que je commence par quoi? Oh, parce que vous voulez, de toute façon, je pense que nul n'est parfait. L'essentiel, c'est d'avoir œuvré pour le développement de ce ministère. Nous avons essayé, mon équipe et moi-même. Donc, je vais me faire le plaisir de commencer par ce qui est positif, ce qu'on appelle les bonnes performances. Vous avez réussi l'organisation et la réussite du Forum national sur le sport au Bénin. Tout à votre actif, la création de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, également, entre autres choses constituent la mise en conformité du stade de l'amitié du Cotonou au Kakékou-Gounou, selon les exigences de la FIFA. Ça, c'est pour ce qui est des réussites, et c'est pas tout, c'est pas exhaustif du tout. Les comptes performances maintenant pour le Forum national sur le sport dont j'ai parlé tout à l'heure, apparemment, les résolutions n'ont jamais été transmises au chef de l'État. Et pourtant, cela a coûté la bagatelle somme de 100 millions de francs CFA aux contribuables béninois. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bouton, je crois que vous êtes sans doute mal informé, parce que suite à ce forum national sur le développement du sport de notre pays, les résolutions ont été à la fois transmises en Conseil des ministres au gouvernement. Maintenant, j'estime que nous avons fait notre travail avec tous les acteurs qui ont réfléchi sur cette question. Peut-être que le secrétariat général du gouvernement n'a pas transmis au chef de l'État les résolutions suite à la sortie de ce forum. Je dois dire ceci, dans les contre-performances, si on veut parler de contre-performances. Quand j'ai pris la tête de ce ministère, nous avons rapidement fait un état des lieux et surtout planifié autour de 4 grands axes le travail que nous devions proposer aux Béninois. Le premier axe était le retour du sport à l'école, le deuxième la formation, le troisième la question du financement et des infrastructures en dernier lieu. Je suis resté, c'est vrai, sur ma faim parce que nous n'avons pas pu faire en sorte que le sport revienne à l'école. Nous avons eu à réfléchir avec la ministre de l'époque sur un retour du sport au niveau scolaire, car il n'y a pas de génération. Mais est-ce que vous avez posé les premiers jalons? Oui, bien évidemment. Nous avons fait un travail que nous avons soumis au ministre d'État à l'époque, le ministre Kipaki, et nous avons réfléchi au retour du sport à l'école, parce que nous pensons que les élèves doivent être accompagnés dès le plus jeune âge. En tout cas, si les Béninois estiment aujourd'hui que les rapports n'ont pas été transmis, certainement qu'ils n'ont pas vu l'application d'un certain nombre de décisions qui ont été prises à cette occasion. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu poser le bon acte parmi les résolutions qui ont été issues de ces assises, justement? Écoutez, je crois que l'un des axes majeurs qui aujourd'hui fait le bonheur de ce ministère, vous l'avez cité, c'est l'OPSU. L'OPSU, c'est quoi? L'Office béninois du sport universitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'actuel directeur fait un travail formidable. Comme nous n'avons pas pu, en amont, faire en sorte que le sport revienne à l'école, nous avons mis en exergue un outil
pour pouvoir accompagner le sport universitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère des Sports, s'il a une visibilité, c'est à travers cette direction technique. Autre aspect, dans la crise qui a secoué, qui a longuement secoué la Fédération béninoise de football, à l'époque vous étiez ministre, mais apparemment vous n'avez pas pu faire grand-chose en termes de médiation pour anticiper sur cette crise-là. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le ministre? Là encore, monsieur Breton, oui. Je pense que les Béninois se rappellent que le ministère dont j'avais la charge a eu des rapports tout à fait conviviaux avec la Fédération béninoise de football, à telle enseigne que nous avons pu soumettre en discussion avec la Fédération béninoise de football un directeur technique national, Patrick Hossens, qui a fait un travail en amont de détection. Aujourd'hui, nous avons lancé le premier championnat professionnel. À l'époque, j'avais eu à rencontrer l'actuel président à Javon, qui est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs du secteur privé au Bénin, en disant qu'il fallait faire en sorte de professionnaliser le championnat de première division. Oui, mais ça c'est pour ce qui concerne la professionnalisation de ce secteur. Mais ce que je dis, c'est par rapport à la crise, la grosse crise qu'a connue la Fédération après. Est-ce que, à votre époque, vous avez vu les prémices de cette crise-là? Mais il n'y avait pas de crise avec la Fédération béninoise de football. Qu'il vous souvienne que je connaissais les acteurs. J'avais eu la chance d'avoir été président d'un des plus grands clubs de football national de Cotonou, de l'Atlantique, oui, à Cotonou, et donc je connaissais les acteurs qui aujourd'hui font que cette crise perdure au niveau de la Fédération béninoise. Donc vous n'avez vu rien vu arriver, c'est ça? Quand nous sommes partis du ministère des Sports, tout était aplani, il n'y avait aucune crise. Rappelez-vous que le Bénin n'avait jamais perdu aucun match international en recevant des équipes extérieures. Nous avions lancé déjà la qualification pour la CAN en Angola, donc tout allait bien. Il est simplement dommage que mes successeurs n'aient pas pu discuter, je dirais, en amont avec le président de la Fédération béninoise de football et ses acolytes. Je dois dire ceci. On n'a jamais totalement tort, on n'a jamais totalement raison. Mais c'est pour ça que les discussions que nous avons eues à l'époque avec la Fédération béninoise de football se sont toujours déroulées dans une ambiance conviviale. Donc c'est aussi ça que vous mettez en cause, eux aussi vous mettez en cause, vous qui aurez peut-être pu anticiper sur un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas né du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, dans cette émission, vous avez récemment fait une sortie médiatique au Bénin, où vous avez eu un regard très critique sur la situation économique actuelle de votre pays. Est-ce que cette sortie était opportune? Écoutez, de toute façon, c'est à vous de me dire si elle est opportune ou pas. En tout cas, moi je pense qu'au vu de la situation économique qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, il était important d'apporter des solutions, des propositions au gouvernement auxquelles j'ai appartenu à un moment donné. Donc, il est évident que quand ça ne va pas, ce qu'on attend à la fois d'un acteur politique et surtout de par mon parcours en tant qu'économiste, ancien financier, le regard que j'ai jeté sur la situation économique de notre pays est un regard, je ne dirais pas exhaustif, mais au moins à un moment donné T dans la conduite de la destinée de notre nation. Il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Mais ce que les Béninois se disent aujourd'hui, par rapport aux formes, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais par rapport à la forme, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'aller voir le président de la République pour lui faire ces analyses-là, lui faire des propositions, plutôt que d'aller sur la place publique et de critiquer? Parce qu'on dit généralement chez nous qu'on ne crache pas dans la soupe quand on a fini de se servir, non? Non, mais d'abord, je ne crache dans aucune soupe. Vous n'avez jamais entendu cibler le chef de l'État ou son gouvernement de façon négative. Je dis simplement, la situation n'est pas bonne. Le taux de croissance de notre pays n'est pas celui que l'on indique. Nous avons des sources, nous avons fait un travail avec certains économistes, dont je suis, où nous pensons que le taux de croissance économique du Bénin tourne aujourd'hui autour de 2,5%. Il sera à la baisse cette année, et quand vous voyez le taux de natalité que notre pays a
autour de 4,5%, ben, on est en droit de se dire on passe de la pauvreté à la misère, constamment, jour après jour dans notre pays. C'est comme si vous aviez un ménage qui avait un salaire en diminution et qui voyait tous les ans son ménage augmenter d'un enfant ou de 2 enfants. Il passe d'une situation précaire à une situation miséreuse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Donc votre sortie électrique, si je comprends très bien, n'est pas l'objet d'un quelconque désamour vis-à-vis du président de la République, mais on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Tout est parti de vous. Vous pouvez bien diagnostiquer la situation qui prévaut, la situation économique, bien entendu, qui prévaut aujourd'hui. Tout est parti d'où, en fait? Monsieur Boton, oui. Rappelez-vous qu'en 2006, les Béninois, dans leur globalité, ont souhaité voir un chef de l'État qui allait, et il l'a dit lui-même, amener notre pays à une meilleure gouvernance et faire en sorte qu'on ait un redressement économique après les 10 ans de gestion du président Mathieu Kérékou. 7 ans après, 7 ans et demi après, nous entendons tous les jours des actes de corruption dans notre pays. Le premier quinquennat du président, il y a eu 3 voire 4 grands scandales. ICC Services, les machines agricoles, la SENSA, pour ne citer que ceux-là. Et depuis sa réélection, nous avons des scandales à répétition. Donc la question de la lutte contre la corruption est un échec. Le redressement économique, comme je vous l'ai dit, les acteurs économiques internationaux ont cité notre pays comme pratiquement le dernier, voire l'avant-dernier de la zone UNOA CEDEAO. Oui, mais la question que je m'avais vous poser, est-ce que c'est l'avènement du président Boni-Yahi qui a généré ces scandales-là ou bien ça devait toujours exister? Non, mais M. Boton, à un moment donné, vous voyez bien que en 2 mandats du président Lula, si on fait des parallèles, brésilien, il a emmené le Brésil à être la 6e puissance économique mondiale. En quelques années au Maroc, vous avez vu que ce pays est en passe d'être un acteur majeur sur le continent africain. Est-ce que vous voulez dire que même s'il y avait existé un certain nombre de avant, on peut toujours... Non, mais ce que je veux dire, c'est que au bout de la moitié de votre 2e quinquennat, vous devez avoir un bilan qui soit négatif ou positif. Nous pensons que le bilan est négatif. On ne peut pas à chaque fois dire oui, il y avait les 10 ans du président Mathieu Kérékou. De toute façon, le chef de l'État actuel, en arrivant au pouvoir, a indiqué clairement « j'amènerai notre pays à la croissance à 2 chiffres ». Et c'est vrai que quand vous avez un grand pays comme le Nigeria à côté de vous, et que vous avez la chance d'être un pays qui a accès à la mer, vous avez de toute façon un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Il n'est pas normal que le Bénin aujourd'hui soit derrière un des pays comme le Niger, le Burkina Faso, en termes de réalisation économique. Mais je dirais que ce n'est pas le plus important, M. Boton. Aujourd'hui, le taux de croissance est un chiffre. Le calcul du taux de croissance, nous pouvons débattre là-dessus et ne pas être d'accord. Les économistes ne s'accordent pas tous sur le calcul du taux de croissance. Mais ce qui est important, c'est que les Béninois, dans leur quotidien, vivent beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Et ça, c'est fondamental. Vous avez mis dans l'index la corruption, qui est une pratique déplorable. Le chef de l'État, on a constaté, il n'a pas croisé les bras, il n'est pas resté impuissant par rapport à cela. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de ministres qu'on a mis en cause. Mais comment ça se fait que, malgré ces mises en cause, on voit le phénomène grandissant? Pourquoi ça ne recule pas? Est-ce que c'est les Béninois qui sont devenus un peu plus têtus, un peu plus... qui manquent de citoyenneté? C'est quoi le problème juste? Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se défausser sur notre peuple. Le chef de l'État a tous les pouvoirs. Il est le chef de l'État, chef du gouvernement. C'est lui qui conduit la politique économique, sociale de notre pays. Et je tiens à vous dire, il serait malaisé pour nous d'oublier que entre 1991 et 1996, le président Nicéphore Soglo a conduit les destinées de notre pays et a eu des résultats avec son gouvernement qui ont été de loin meilleurs que ceux que nous avons connus avec les gouvernements du président Mathieu Kérékou et du gouvernement. Le président Nicéphore Soglo, c'est pas mon père. Oui, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, les Béninois ont la nostalgie du président Soglo et de son équipe. Parce qu'ils ont pu amener notre pays
à être un des acteurs majeurs, rappelez-vous, de la filière coton, à faire en sorte que notre taux de croissance passe de moins 3% à près de 6% de taux de croissance. Et comme le disent nos mamans au marché, les 1000 francs circulaient, même après la dévaluation. Oui, mais dans le cas d'Express, on dit ce qui ne circule pas aujourd'hui, c'est ce qui est faux. C'est l'argent sale qui ne circule plus, mais l'argent bien vérité continue à circuler toujours. Vous savez, aujourd'hui, il y a au niveau de notre pays une contraction de la volatilité de la monnaie. C'est peut-être un terme barbare, mais c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, les 1000 francs ou les 500 francs qui passaient d'une main à 10 mains, aujourd'hui passent d'une main à 2 mains. Et ces 2 mains sont concentrées autour de toujours la même personne. Et c'est ça où ça pose problème. C'est quand vous subventionnez par exemple un secteur comme le coton, alors que nous savons que les performances sont de loin à ce qu'on s'attend, on se demande pourquoi on continue à subventionner un secteur qui ne donne pas les rendements auxquels on aurait droit à s'attendre. Donc vous prenez la défense du peuple béninois, quand bien même le Béninois veut le changement, mais ne veut pas changer de comportement, bien entendu il faut le noter. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est les choix économiques du président Boniaï qui n'ont pas été au rendez-vous, qui ont été mauvais, qui ont été des choix mal élaborés ou bien qu'on a mal appliqués? Je l'ai dit il y a de cela plus d'un an. Le chef de l'État a pris le pari de soutenir la consommation en subventionnant la consommation. Aujourd'hui, il devrait changer de cap. On devrait subventionner la production, c'est-à-dire avoir d'abord un cap qu'on se fixe avec le secteur privé. Il est temps qu'on s'asseye avec le patronat béninois, avec la chambre de commerce, une fois qu'elle sera installée. Ça fait près de 2 ans que nous sommes dans des soubresauts avec la chambre de commerce du Bénin. Mais le chef de l'État devrait, pour ma part, en tant qu'économiste, changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire faire une politique de soutien à la production, c'est-à-dire au secteur privé, à la fois en réfléchissant réellement à cette fiscalité qui n'en est pas une de développement. Au contraire, la fiscalité qu'il y a aujourd'hui au Bénin empêche les entreprises de pouvoir émerger dans notre pays. La plupart du secteur privé quittent le Bénin. On les voit au Togo, on les voit en Côte d'Ivoire, on les voit au Ghana, on les voit au Burkina Faso. Ce n'est pas normal. J'avais bien dit que vous êtes le chef d'État s'est trompé en vous envoyant au département de la culture et des sports. Non, parce que... Vous êtes de l'économie. Non, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la culture est l'un des piliers et l'un des moteurs du développement de certains pays. Regardez le Maroc. Agriculture, culture, ça crée des emplois. Quand on parle de l'économie de la culture, aujourd'hui, la France est le pays le plus visité au monde. Ça crée des milliers d'emplois, ça crée de la richesse. La culture concourt à hauteur de 8% du PIB français. Et donc, la culture n'est pas simplement un folklore. Trop souvent, je me suis trouvé en butte, au Conseil des ministres, à des gens qui n'ont pas compris que même en période de récession, il faut investir dans la culture. C'est notre, demain, l'un des piliers d'abord fondamental pour asseoir une identité nationale et à côté de ça, créer des emplois. Monsieur Gadi Soglo, votre pays en crise, votre pays le Bénin, j'allais dire notre pays le Bénin est en crise, il faut faire quelque chose. Alors, quelles sont les mesures d'urgence qu'il faut prendre aujourd'hui pour redresser la barre? Écoutez, moi j'avais simplement dit l'année dernière qu'il fallait un grand forum économique au niveau national. Mais les gens, on en a toujours organisé. Non, mais écoutez, à un moment donné, on n'en voit pas l'application après. Vous voyez, exactement. Et c'est pour ça que j'avais souligné qu'il fallait qu'on ait un forum du type conférence nationale. Pourquoi? Il faut que les décisions économiques s'imposent à notre gouvernement. Il faut qu'ensemble nous puissions définir quel axe de développement économique nous voulons réellement avoir. Il n'est pas normal qu'un petit pays comme le Bénin ait autant de chômeurs, autant de jeunes sans emploi, alors que nous avons un marché
de près de 200 millions d'habitants, qui s'appelle le Nigeria, à côté de nous. Mais il y a une question de méthodologie de travail. Ce n'est pas, comme vous l'avez dit, il y a des multitudes de séminaires, d'ateliers, de forums qui ne sont pas appliqués. L'essentiel, c'est de pouvoir s'asseoir et de dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons appliquer les décisions que nous allons prendre. Car aujourd'hui, le port autonome de Cotonou, c'est vrai, est un vecteur de croissance pour notre pays, mais ce n'est pas le seul. Il y a aujourd'hui des secteurs comme les nouvelles technologies. Nous avons un marché, je l'ai dit encore, comme le Nigeria à côté de nous. Vous avez Nollywood à côté du Bénin. C'est un formidable... c'est le cinéma nigérien. Oui, tout à fait. C'est un formidable secteur dans lequel nous pourrions générer des emplois au Bénin. Et il n'est pas normal que tous ces secteurs-là, nous les laissions en périphérie de ce qui est appliqué aujourd'hui. Le président Benoît Boniaï, je sais, sur cette émission, écoute vos conseils, certainement qu'il vous appellera pour que vous puissiez mettre en pratique ces conseils-là. Vous êtes prêt à le faire? Je pense que le plus important, ce qui moi m'anime, c'est le mieux-être de mes concitoyens. Si vous êtes, M. Boton, honnête, vous remarquerez que la plupart de nos enfants, de nos frères et sœurs, cherchent par tous les moyens à quitter le Bénin. Ce n'est pas acceptable. Parce que il fait bon vivre normalement dans notre pays si nous parvenons à créer les conditions pour que ce pays décolle réellement. 7 ans et demi après, nous sommes pratiquement à un taux de croissance zéro. Car si vous, comme je l'ai dit auparavant, vous appliquez le taux de natalité de notre population tous les ans sur ce que nous générons comme richesse, nous sommes, je dirais même, nous sommes au niveau négatif. On va évoluer dans cette émission en veille contre tous. Vous avez fait partie 4 ans durant le gouvernement du président Boni Yayi. Pour certains, votre arrivée dans ce gouvernement, c'était pour fragiliser vos éditeurs qui étaient un peu plus dans l'opposition. Mais pour d'autres personnes, c'était pour construire un avenir politique pour vous-même. Où se trouve la vérité dans tout ça? Je crois que vous avez répondu quand même à cette question. Je pense que quand le chef de l'État m'a appelé pour entrer dans son gouvernement, j'ai accepté parce que pour moi, il était important de travailler pour mon pays et d'accompagner les actions du chef de l'État. Et donc, maintenant, la question de politique politicienne, à savoir fragiliser ou pas la renaissance du Bénin, aujourd'hui, avait-je tort ou raison, M. Babilas Boton? Aujourd'hui, la RB n'a-t-elle pas rejoint la mouvance présidentielle? Donc, on peut être... Vous les avez précédés juste. Écoutez, je crois qu'on peut être accompagner quelqu'un. J'avais dit au chef de l'État que je lui serais fidèle et loyal. Je n'ai pas été candidat en 2011. Pour autant, j'ai toujours eu cette liberté de ton, de parole que j'ai aujourd'hui et que vous me donnez la possibilité de continuer à exercer. Mais et une petite question quand même, entre ce que disent les éditeurs et ce que le cœur dit, soit même où ses propres intérêts disent. Non, mais il est important. Vous savez, j'ai été 4 ans député à l'Assemblée nationale. 4 ans ministre de la République. Ce sont des paliers. On apprend. On apprend. On ne regrette pas du tout d'y être allé? Non, pas du tout. J'étais au contraire, ça a été une expérience enrichissante. Et à un moment donné, quand il a fallu dire stop, je l'ai fait savoir, à qui de droit. Et donc, quand le remaniement... Vous n'allez pas nous dire que vous avez démissionné? Non, mais écoutez, vous savez, en Afrique, au Bénin en particulier, il est rare qu'on démissionne. Mais tout le monde sait, le chef de l'État, mes collaborateurs, qu'après sa réélection, je lui ai envoyé ma lettre de démission parce que je pensais qu'il était temps que j'aille vaquer à d'autres occupations. Quelle occupation, par exemple, qui soit aussi urgente, qui mérite à ce que l'on dépose une démission? Après, surtout après une élection. Réfléchir. Vous savez, 2016 est bientôt à nos portes. Il faut prendre le temps de la réflexion, de la proposition. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des actes qu'on pose. Il ne faut pas avoir peur de la traversée du désert. Je crois que ça fait partie des choses de la vie. Et comme vous l'avez dit, rebelle non, iconoclaste peut-être. Il n'y a pas beaucoup de fils de chefs d'État
qui, quand leur président, quand leur père est chef d'État, on ne les voit pas. Je crois qu'entre 91 et 96, Nicéphore Soglo a été chef de l'État, président du Bénin. J'ai vaqué à mes occupations. Donc, rebelle, non. Libre, oui. Vous êtes le cadet d'une famille célèbre, hein, qu'on appelle Soglo, au Bénin. Votre père, Nicéphore Soglo, actuel maire de Cotonou, a été président de la République, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 91 à 96. Votre mère, Rosine Léa Soglo, que les Béninois appellent la Dame de Fer, est députée à l'Assemblée nationale depuis 95. Et votre frère aîné, Vinagnon Soglo, premier adjoint au maire de Cotonou, aux côtés de votre père, est l'actuel président du parti politique qu'on appelle la Renaissance du Bénin, créé par votre mère. Et vous, quelle est votre part d'héritage? Non, mais d'abord, vous oubliez, M. Douton, de rappeler que la Renaissance du Bénin a été bâtie à la fois par Mme Rosine Vieira Soglo, mais par moi-même, Daniel Soglo, par Liadi Soglo, par Désiré Vieira, ancien ministre d'État, et quelques autres personnes. Nous étions peut-être 6 ou 7. Et donc, comme je l'ai indiqué, au moment où on m'a exclu il y a quelques années de la Renaissance du Bénin, que de toute façon, je suis né, je mourrai renaissant. Vous savez, je n'ai pas besoin... Donc c'est dans le cœur, vous voulez dire. Être renaissant pour moi, ça symbolise le redressement économique de notre pays, à travers son leader charismatique de l'époque, Nicéphore Soglo. Et donc, être renaissant, c'est d'avoir chevillé au corps l'intérêt de ses concitoyens. C'est vrai, la politique ne se résume pas à l'économie, il y a des considérations politiciennes, mais je crois que les peuples africains ont aujourd'hui soif d'avoir une élite politique qui s'occupe de la question de leur mieux-être personnel et collectif. Vous avez dit tout à l'heure que 2016, c'est pas loin du tout. Chaque fois que vous réveillez, vous regardez 2016, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous pensez que vous avez un destin à jouer? Je crois qu'aujourd'hui, ça ne se résume pas à ça. 2016 devrait être la continuité démocratique que connaît notre pays depuis 1990. Ça, c'est une évidence. Vous savez, il faut être toujours très prudent et savoir raison garder et se dire qu'il faut, oui, être vigilant à chaque élection qui arrive pour que la démocratie telle que nous la vivons depuis un certain nombre d'années au Bénin continue à exister. On devrait mettre dans le marbre cette alternance au pouvoir, c'est très important. Oui, mais est-ce que vous avez des signaux qui vous amènent à douter? Vous savez, à avoir une inquiétude? La seule inquiétude que j'ai, c'est que quand le chef de l'État a été réélu en 2011, on a parlé de la modification de la Constitution. Je crois que pour ma part, les Béninoises et les Béninois ont d'autres soucis aujourd'hui, dans leur quotidien, avant qu'on ne songe à parler du changement de la Constitution. Je vais vous en citer 3. La question du logement pour les jeunes, elle est importante. Pourquoi ne pas réfléchir sur une loi pour cela? Pour réduire la caution qu'on demande aux jeunes. Quand, dans une situation précaire, on vous demande 1 an, 2 ans de loyer, l'État pourrait, avec les députés, réfléchir sur la question de logement. L'État pourrait aussi réfléchir sur une loi pour accompagner la culture et le sport de notre pays, qui sont générateurs d'emplois. Mais est-ce que vous savez quand même que la Constitution béninoise, certainement, peut porter quelques insuffisances qui nécessitent d'être corrigées? Oui, tout à fait. Mais il y a certains articles qui ne devraient pas être remis en question. Dans le cas d'espèce, je crois qu'on a laissé tomber les fondamentaux, non? La révision de la Constitution en tenant compte, ou bien en touchant le nombre de mandats présidentiels et la limitation d'âge, je crois qu'on a préservé dans le projet dont on parle, on a préservé ces fondamentaux-là, non? Serons vigilants, M. Mouton. Serons vigilants, faisons en sorte collectivement qu'il y ait un changement d'homme en 2016. Je crois que c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Le Bénin reste, les hommes passent. Quelles qu'en soient les contingences, nous serons vigilants par rapport à ça. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président Mouniaï? Ici, ça va des questions. Normaux.
Je ne le vois pas, il est occupé. J'ai aussi ma vie. Et le chef de l'État. Je n'ai pas besoin de voir le président de la République. Il faut être heureux, il fait son travail, moi je fais le mien. Monsieur Galli.